Monsieur le Président Emmanuel Macron, bonsoir à vous. Bonsoir à vous. La tempête dans le verre d'eau que vous avez créée avec les autorités algériennes après vos déclarations sur la restriction de l'accord du nombre de visas pour les Algériens, les Marocains et les Tunisiens, la réaction algérienne, tout ce qui a suivi, plus l'information qui est non infirmée, mais non entrée en exécution concernant la suspension du transfert des pensions de retraite des Algériens ayant travaillé en France, ont suscité énormément de débats, surtout dans les médias français qui sont intégralement à vos potes. Hein. Les médias mainstream français sont intégralement à vos bottes. Donc, nous, aujourd'hui, nous allons revenir pour continuer sur ce que vous nous avons dit il y a de cela une dizaine de jours, en venant confirmer et infirmer certaines informations et aller vers des voies de solution entre l'Algérie et des voies de solution de tous les problèmes qui existent entre l'Algérie et la France, entre la France et ses colonies africaines. Avant d'aborder rapidement ces quelques points, nous voulons lever probablement un quiproquo, une interprétation différente du sens que nous voulons donner à une expression que nous aimons beaucoup dans nos différentes interventions plutôt informelles. Nous vous appelons le roi de France et de ses colonies africaines, le président Emmanuel Macron, en ces termes. Hein. Il nous semble aussi que nous avons publié un papier sur le Canada, auprès du Centre de recherche sur la mondialisation, un papier publié par le Centre de recherche sur la mondialisation à Ottawa, dans lequel nous avons utilisé cette expression. Dans notre intention, dans notre esprit, pour nous, vous êtes réellement le roi de France. Tout le monde est à vos pieds. Et en étant le roi de France, vous êtes aussi le roi des colonies françaises en Afrique. C'est pour cette raison que pour nous, nous refusons de parler d'anciennes colonies françaises en Afrique. Nous préférons, et nous allons continuer à parler des colonies françaises en Afrique que vous dirigez actuellement en tant que président de la France. Donc pour nous, c'est réellement sincère. Hein, c'est sincère, c'est vrai. Donc il n'y a pas de la dérision ou une image négative dans cette dénomination, dans ce nom, dans cette série de fonctions que nous vous avons affectées. Hein. Donc, quand nous disons le roi de France et de ses colonies africaines, pour nous, vous êtes réellement un roi. Comme le dit l'expression française, vous dominez de la tête et des épaules toute la classe politique française. La classe des affaires est à votre service. Et bien sûr, la République doit leur rendre l'appareil. Hein. La République française doit leur rendre l'appareil. Pour vos alliés politiques, ils sont vos alliés politiques qui sont en attente de son sort. Vous qui aimez la culture américaine, donc ils attendent à ce que vous mettiez en œuvre d'une manière un peu plus franche le spoil system américain, vous qui avez décidé d'anglo-saxoniser la France. Pour ceux qui se prétendent dans l'opposition politique, ils sont plus actuellement dans le vent que dans l'action. Bon, pour cela, donc, nous éviterons d'aller dans des phrases creuses. Pour nous, le théorème médian en usage dans la théorie des élections est inopérationnel. Il y a des opinions publiques qui se clivent rapidement, qui changent de position rapidement, très versatiles, des opinions publiques très versatiles. De ce fait, les élections, quel que soit le niveau
de qualité, de transparence et de sincérité des résultats, elles demeureront réellement conjecturelles. Conjecture, c'est plus une conjecture qu'une conjoncture. Hein. Donc, voilà un petit peu. Et pour preuve, bon, maintenant, dans les élections, quand il n'y a pas dans le mot consacré les interférences étrangères dans certaines élections, elles peuvent aller dans un sens. S'il y a une intervention étrangère ou bien des interventions étrangères au pluriel, elles peuvent aller complètement dans un sens radicalement opposé. Donc, maintenant, les dernières élections législatives en France font dire à travers les résultats, leurs résultats bien sûr, qu'il y a 11 millions d'électeurs qui n'ont pas voté parce qu'ils n'ont pas eu à temps leur carte d'électeur. Maintenant, avec un trou de 11 millions d'électeurs qui ne se sont pas exprimés, quelle est la qualité des résultats de l'élection? Pour nous, elles sont plus que négatives. Hein. La nature, les résultats seront plus que négatifs. Hein. C'est-à-dire, ils ouvrent la voie à une défiance plus importante, ils ouvrent la voie à des manifestations plus violentes, ils ouvrent la voie à une descente aux enfers du pays qui vit ce genre d'alternance politique. Hein, ce genre d'alternance politique. Maintenant, venons aux faits, Monsieur le Président. Venons aux faits. Nous nous sommes vaccinés contre la télévision, nous préférons plutôt lire des livres. Les livres, documentation et quelques simulations, quelques simulations. Donc, mais dans la tempête, dans le verre d'eau que vous avez créé avec l'Algérie, nous nous sommes sentis obligés d'écouter au moins un débat français. Débat français, bien sûr, nous avons ciblé. Nous avons ciblé un débat dans lequel il devait avoir Benjamin Stora. Et nous avons été bien servis dans ce domaine-là, donc nous l'avons écouté. Nous l'avons écouté, probablement pas l'intégralité, bien sûr. Et nous avons écouté aussi une partie d'un débat auquel avait participé M. Pascal Boniface, M. Hasni Abidi et M. Abdelrahim. Nous excusons d'oublier, pour le nom, nous l'avons oublié. Donc, ce sont des professeurs d'université ou des chercheurs. Concernant le débat dans lequel a intervenu Benjamin Stora, nous le répétons, c'est votre Alejbot, c'est votre serviteur qui veut terminer sa vie dans les sphères politiques, dans les sphères de décision de l'État français, et avec probablement un souhait de figurer dans les livres de l'histoire de la politique française et de sa politique étrangère en particulier. Donc, nous sommes partiellement d'accord avec lui sur un point. Nous avons affirmé bien avant Benjamin Stora qu'il n'y a pas de rente mémorielle concernant l'histoire de la révolution algérienne. Il n'y a pas de rente mémorielle du côté algérien. La rente mémorielle est plutôt du côté français. Ce sont les Français, particulièrement ceux qui prétendent à des mandats électifs, qui l'agitent à chaque fois parce qu'elle est source d'un dividende électoral. Donc en pensant à un dividende électoral, nous pensons dans notre esprit, il y a aussi un dividende démographique. Parce que nous allons parler dans quelques instants de la démographie. Donc c'est du côté français qu'il y a une rente, mais du côté algérien, il y a un gaspillage d'une richesse. Mais nous le répétons aussi,
que la révolution algérienne relève du patrimoine public universel. Donc, même si les Algériens et les Français la tirent vers le bas, les autres nations la porteront vers le haut, vers la place qui est la sienne. Ça, c'est le côté rente. Côté rente. Donc, côté algérien, il n'y a pas de rente. Il y a un gaspillage d'une richesse. Côté français, il y a une rente. Aucun, nous pouvons parier sur les 5 prochaines élections, élections présidentielles françaises, il y aura toujours la question de l'Algérie au milieu. C'est une question qui honte. Maintenant, la création de l'État algérien. Sur cet aspect, nous avons été entièrement satisfaits. Entièrement satisfaits sur l'existence de l'État algérien. C'est-à-dire, beaucoup de raccourcis faits par des universitaires, beaucoup de simplifications, et ce sont des professeurs d'université, des universitaires qui en ont abusé le plus, ce qui montre la différence d'analyse académique universitaire en France et dans le pays anglo-saxon. Nous nous expliquons. L'État algérien en tant qu'administration ne pouvait exister parce qu'il était colonisé. Il était colonisé avec une colonisation d'extermination. Voilà. Il y avait une administration française en Algérie. Dans l'administration française en Algérie, il y avait des Algériens. Il y avait des Algériens. Et maintenant, ça c'est côté, on va dire, l'aspect légèrement westphalien de l'État. Westphalien de l'État. Donc pour le reste, nous préférons, c'est en français, nous préférons vous faire écouter notre compatriote Lounes Matoub, dont une portion de la France porte son nom, qui nous donne une explication, qui nous donne quelque chose. Probablement que vous n'allez pas entendre le son. Voici. Donc, d'après Bakounine, repris par Lounes Matoub, l'État est une mystification. C'est une mystification. La preuve que l'État est une mystification, depuis récemment, maintenant commençons par les événements récents, depuis 2011-2012 dans notre cas, que nous avons travaillé, que nous nous intéressons sérieusement à la situation de l'Algérie, aux relations internationales de l'Algérie avec les autres pays. Oui, l'Algérie et les Algériens ont traversé des moments difficiles, extrêmement difficiles. Il y a eu des récessions de l'ordre de 20%. Et même avec une telle récession, les Algériens sont restés debout. Pourquoi nous disons les Algériens sont restés debout? C'est pour vous montrer que même si l'État a conduit à une faillite de la gestion, dans la gestion du pays, les Algériens ont maintenu l'État debout. Donc la somme des efforts des Algériens, des efforts positifs bien sûr, et la somme des efforts négatifs d'autres, etc.,
est plutôt favorable aux résultats positifs. Donc l'État, les Algériens ont donné la preuve que l'État dépend d'eux, des individus qui composent l'État. Donc voici pour l'État. Continuons un petit peu sur l'État. Continuons un petit peu sur l'État. Durant la guerre de libération nationale, des centres administratifs et des mairies ont été créés en Algérie. Des départements, des arrondissements ont été créés en Algérie. Nous espérons, Monsieur le Président, Monsieur Emmanuel Macron, que le temps vous permettra, vous offrira l'opportunité de visiter notre village, Voujdil, en Algérie, en Kabylie, dans la vallée de la Soumam, dans la région d'Akbou. Nos compatriotes de Voujdil vous raconteront l'anecdote, comment a été créé le centre administratif de Voujdil, notre village, comment il est devenu mairie par la suite, comment il est devenu... il est né à travers une anecdote. Beaucoup, du moins beaucoup, non, nous détestons les adverbes qualitatifs, là, parce qu'ils relèvent de la logique floue. Des événements historiques sont nés à partir d'anecdotes. Une anecdote parmi tant d'autres. Les Peace Corps des États-Unis d'Amérique sont nés d'une boutade du président Kennedy sur le campus de l'université de Stanford. Il a lancé une boutade, les étudiants américains l'ont saisi au vol et ils ont créé les Peace Corps. Voilà, ça c'est une boutade. C'est né une force de frappe extraordinaire. Bon, passons sur les anecdotes. Ensuite, les professeurs d'université que nous avons écoutés dans vos médias, dans médias mainstream, confirment donc cet écart d'analyse entre les universitaires français résidant en France ou en Suisse ou en Belgique et les méthodologies d'analyse et les critères d'analyse chez les anglo-saxons et dans notre cas plutôt chez les nord-américains. Ils sont restés donc figés dans les dogmes universitaires, dans ce qu'ils apprennent à leurs étudiants. Alors que, actuellement, les relations internationales s'analysent selon des grilles d'analyse de Robert Cohen, Kenneth Walsh, Joseph Nye, Susan Strange, et d'autres. C'est-à-dire comme ça. Votre décision de réduire le nombre de visas était purement électoraliste. La réaction, bon, bien sûr, cette réaction était une décision purement électoraliste, mais les conséquences de votre décision seront très très lourdes dans l'avenir. La réaction algérienne a été uniquement populiste et elle sera très lourde de sens dans l'avenir des relations entre l'Algérie et la France, entre l'Algérie et les autres pays de l'OTAN. Les autres pays de l'OTAN. Nous vous signalons que si l'espace aérien est interdit à l'aviation française, à l'aviation militaire française, l'espace aérien demeure ouvert aux forces américaines, aux forces de l'Africain. Donc voilà. Ceci étant dit, nous, objectivement et de manière sèche, froide, nous posons la question. Si les Français avaient, si les États-Unis d'Amérique avaient imposé une restriction de visa pour les Algériens, est-ce que les Algériens, est-ce que l'Algérie aurait réagi de la même manière? Aurait réagi de la même manière? Ça, c'est une question. Comme vous dites en français, question ouverte au débat. Ça, c'est une question, on va dire, élémentaire. Une question élémentaire. L'autre aspect maintenant l'autre aspect de cette crise dans un verre d'eau que vous avez créé, que l'État algérien et l'État français, les États officiels, ont créé dans cette
dans ce verre, une tempête créée dans un verre d'eau, là, montre à quel point certains sont ombrageux, d'autres sont susceptibles. Certains protagonistes sont susceptibles, d'autres sont ombrageux. C'est-à-dire, il devient de plus en plus difficile aux générations actuelles d'entrevoir des voies de solution, alors que nous sommes ouverts pour la solution. Étant donné maintenant que les canaux de communication formels, officiels, sont bouchés, nous vous proposons une autre fois de vous rencontrer, de venir en France vous rencontrer et discuter, juste des discussions sur les solutions aux vrais problèmes algéro-français et aux faux problèmes algéro-français. En continuant maintenant sur cette lancée, il a été question pour que la France suspendre le versement des pensions de retraite pour les Algériens résidant en Algérie et ayant travaillé en France. La France a reculé sur cette décision. Et pourtant, c'est une décision qui peut déclencher des violences terrifiantes, terribles en Algérie. Sommes-nous sadiques vis-à-vis de notre patrie de naissance, l'Algérie? Non. Souhaitions-nous un malheur pour notre patrie? Non. Et pourtant, votre décision de suspendre le transfert des pensions de retraite en euros en Algérie aurait réglé un problème économique terrifiant en Algérie. Bien sûr, il va coûter ce qu'il va coûter comme drame, mais la suspension, pourquoi? Parce que l'Algérie, c'est depuis 2012 qu'elle a voulu lutter contre le marché informel des monnaies internationales, essentiellement de l'euro. Et pour l'euro, nous profitons de l'occasion, pendant que l'idée nous revient. Pour nous, l'euro est une monnaie allemande, pas une monnaie européenne. Si formellement, dans les textes, dans les accords et les traités de l'Union européenne, l'euro est une monnaie européenne, pour nous, d'un point de vue théorique et de théorie économique, même de puissance, théorie de la puissance, l'euro est une monnaie allemande. En bas. Ni plus ni moins, c'est une monnaie allemande. L'euro est une monnaie allemande qu'elle a laissé, qu'elle tolère pour son utilisation par les autres pays européens qui le souhaitent. Alors, donc ça c'est... Continuons maintenant sur... Revenons sur l'histoire de la révolution algérienne. Il est quelque part une bizarrerie du temps ou de l'histoire. Une bizarrerie du temps ou de l'histoire. Ou bien une preuve de génie de révolutionnaire algérien. D'un territoire avec une nation, avec une petite nation en termes de nombre, pauvre, opprimée, torturée. Elle a créé un État dont la surface est de 3,7 fois la France. La surface de l'Algérie est de 3,7 fois celle de la France. En termes de population, la population française, elle est de 66,8 millions. Le dernier chiffre de la population française. 66, on va dire, disons 66 millions. La population algérienne est de 44 millions. Sans les ravages des démographes français en Algérie, qui agissaient à travers le FMI, la Banque mondiale, l'OCDE, etc.,
l'Algérie, la population algérienne aurait été supérieure à la population française. C'est une preuve que même sans État, une nation peut être très forte, peut être forte. La preuve, c'est à travers ces deux chiffres. À travers ces deux chiffres. Bien sûr, vous nous diriez, le chiffre, nous pouvons faire dire aux chiffres ce que nous voulons. Oui, c'est ce que nous voulons nous faire dire. L'Algérie est 3,7 fois plus grande que la France. La population algérienne est inférieure à la population française parce que l'État algérien, ceux qui représentent l'État algérien sont faibles. Pour ça, nous avons bataillé très fort, très dur, pour gagner sur la question de la démographie en Algérie. Parce que les agents, vos agents, à travers les médias, etc., en Algérie, ont été faciles à battre, ont été faciles à battre sur ce terrain. Mais c'était, pour nous, ce qui nous gênait, c'est de donner du temps à une question accessoire, à une problématique qui ne devrait pas se poser du tout. Ça, c'est le temps. Aussi, maintenant, parlons-en. Dans quelques jours, nous sommes le 14 octobre 2021. Dans 3 jours, ce sera le 17 octobre 2020. 3 jours, 17 octobre 2021, c'est la commémoration de la tragédie de la Seine. Tragédie. Quand des Algériens ont été assassinés, jetés dans la Seine en 1961. Actuellement, des compatriotes algériens sont en train de manifester en France. Nous vous posons la question, est-ce que la force publique, les autorités publiques françaises et la force publique française auraient accepté les manifestations de 500 000 Africains natifs de vos colonies en Afrique qui utilisent le franc CFA et qui vont dénoncer le caractère fiduciaire de cette monnaie? Est-ce que les autorités publiques françaises, vous en tête, auriez accepté la manifestation de 500 000, des millions d'Africains qui ont les leurs en train de galérer, de souffrir du fiducide monétaire causé par le franc CFA? À cet effet, à propos de cette question fiduciaire, nous avons remarqué qu'à chaque fois que nous faisons avancer le débat, à chaque fois que nous posons les vrais problèmes du franc CFA, la France allume. Allume ses dégonfleurs. Et ces dégonfleurs sont des Africains qui agissent, et sont particulièrement au Mali ces derniers temps, et ils agissent au Sénégal. Parmi les opérations de dégonflage, actuellement, c'est le procès des assassins de Thomas Sankara. L'assassinat de Thomas Sankara, il y a des compatriotes à nous, quand nous disons compatriotes, ça veut dire les compatriotes africains, qui ont travaillé, qui ont fait un travail de titan en Amérique du Nord. Et ce n'est pas en France que ce travail a été fait. C'est en Amérique du Nord, au Canada plus exactement. Du moins, plus exactement, dans notre cas, nous parlons du Canada. Un travail immense a été fait au Canada, à Montréal, pour la mémoire de Thomas Sankara, pour le rétablissement des faits. Le rétablissement des faits, l'établissement de la vérité de ces assassinats et ses conséquences. Non, en nous adressant à vous, Monsieur le Président, Monsieur Emmanuel Macron, nous sommes prêts à vous rencontrer, à discuter naturellement, de manière très décontractée, informelle. Bien sûr, nous gardons nos libertés pour révéler le contenu de nos discussions. Actuellement, à travers cette tempête que vous avez créée,
que vous avez créée, qu'il y aura une solution. Hein. Elle aura une solution vraiment de marchandage de bas étage. C'est pour cette raison que nous attirons votre attention, Monsieur le Président, sur les marchandages de la torture, de la détention, de la condamnation de compatriotes algériens s'ils rentrent en Algérie alors qu'ils disent qu'ils sont réfugiés chez vous. Du moins, ils sont résidents en Algérie. L'Algérie est en face d'un problème très grave déjà, celui du gazoduc avec l'Espagne, qui va prendre de plus en plus d'ampleur. Parce qu'il y a BlackRock au milieu. Et BlackRock a racheté les fonds de pension français. Les fonds français de pension. De retraités français. C'est BlackRock. En Algérie, c'est le gaz. Il s'est mêlé des affaires du gaz. Donc, Monsieur le Président Emmanuel Macron, nous sommes prêts à discuter avec vous. Cette fois-ci, à discuter avec vous, mais nous allons introduire nos voisins du Mali, du Niger. Et nous profitons de l'occasion de la dernière Assemblée générale des Nations Unies et de ce qui s'est passé pour dire à la direction de l'État malien, chers frères, chères sœurs du Mali, à la direction de l'État nigérien, chers frères, chères sœurs du Niger, à la direction de l'État du Tchad, chers frères et sœurs du Tchad, à la direction du Burkina Faso, en leur disant, chers frères et sœurs du Burkina, cette terre d'hommes intègres, sans vous, et vous sans les Algériens, vous tous, sans les Algériens, c'est la tombe des colonies, des nations des colonies africaines, des colonies françaises en Afrique, qui va être un peu plus profonde. Votre silence, faire des changements de direction du pays, que chacun décide selon son niveau de patriotisme et de compréhension des événements et des conjonctures, de la souffrance de ces peuples. Mais décider, changement d'un État, prendre la direction d'un État sans la volonté populaire, sans la volonté de vos nations, mène droit au mur. Droit au mur. Maintenant, pour éviter que vous, en tant que dirigeants, que les nations des colonies françaises en Afrique connaissent ce mur ou bien s'enfoncent encore plus dans le gouffre, dans un enfer, prenez vos responsabilités sur le franc CFA. Tant que vous toucherez pas, tant que cette monnaie demeure en circulation dans votre pays et tant que vous continuez à supporter les insultes, les attaques d'organisations terroristes que sont la CEDEAO, l'UEMOA et l'UMOA, et tant que l'Union africaine demeure dans cette passivité d'indignité, vous pourrez montrer vos visages, vous pourrez faire des discours devant des populations de vos pays. Mais vous serez impossible de regarder les yeux dans les yeux les dirigeants internationaux. Sans votre engagement pour servir pas les intérêts, sans vos engagements pour le bien-être de vos populations, des nations, lequel bien-être sera partagé, le bien-être des nations colonisées par la France sera partagé. Le bien-être et le mal-être. Actuellement, c'est le mal-être que nous partageons ensemble. Donc, sans votre attaque de front du franc CFA, sans la destruction pure et simple
des organisations terroristes que sont la CEDEAO, l'UMOA, destruction au sens juridique du terme, c'est-à-dire les vider de leur substance. Et tant que vous serez dans l'incapacité de convoquer un sommet africain extraordinaire, vous allez faire des bulles avec vos mots. Vous ne faites que des bulles d'air avec vos mots. Nous nous excusons probablement pour l'expression, vous faites des bulles avec vos mots, mais c'est la plus gentille, parce qu'il y a d'autres expressions plus méchantes. Il y a des expressions plus méchantes que nous réservons à la CEDEAO, que nous avons déjà dites. Hein. CEDEAO, UMOA, organisation terroriste. Donc, Monsieur le Président de la France, M. Emmanuel Macron, nous le répétons, nous vous appelons le roi de France et de ses colonies africaines. Sincèrement, honnêtement, nous vous le répétons, nous sommes prêts à vous rencontrer pour discuter. Nous allons discuter de tout et de rien. Pourquoi nous allons discuter de rien? Parce que c'est informel. Nous nous interdisons de nous qualifier de représentants de la nation algérienne, donc c'est informel, donc nous allons discuter de rien. Nous allons discuter de tout. C'est parce que nous appartenons à cette nation algérienne. À cette nation algérienne qui a, du moins, nous espérons avoir le droit de nous identifier à cette nation algérienne qui a construit un pays, un État, sans en avoir d'État. Et parmi nos sujets de discussion, M. Emmanuel Macron, sans en avoir de priorité dans les sujets, son classement, nous allons parler en vous rappelant que les crimes contre l'humanité sont imprescriptibles. En vous rappelant que la France, les nations africaines souffrent du manque d'un procès type Nuremberg contre la France. En vous rappelant que nous avons des populations communes. En tenant compte de ça, c'est très important. Des nations communes. Nous avons des populations communes qui sont françaises, qui sont algériennes. Oui, qu'il y a des Français qui nous ont aidés pour la libération de notre pays. Oui, bien sûr. Nous les aimons, bien sûr. Sans ces problèmes que nous avons. Nous allons discuter, bien sûr, des questions financières et économiques entre l'Algérie et la France. Parce que toutes les raisons sont réunies. Tous les paramètres, tous les facteurs positifs sont réunis pour l'investissement, pour des investissements algériens en France. Nous le disons bien parce que nous pensons toujours à l'investissement français en Algérie. Non. Pensons à des investissements algériens en France. Les Algériens, avec la désertification de la campagne française, sont capables et doivent investir dans l'agriculture en France pour qu'elle bénéficie des subventions de la politique agricole commune. Et ainsi, par un mécanisme de subvention, d'aide à l'importation, nous allons créer des investissements locaux nationaux en Algérie dans la transformation et surtout garantir une source d'approvisionnement additionnelle en blé, en fruits et légumes, tout ce qui va avec le bénéfice de politique agricole commune. Nous allons parler, bien sûr, face à la politique européenne de voisinage, nous allons déclencher un phénomène de négociation pour une politique nord-africaine de voisinage. Monsieur le Président, en espérant que vous ayez saisi le niveau de sincérité de nos mots, nous n'avons
pas, nous avons évité de qualifier le jeu que vous êtes en train de pratiquer avec l'Algérie, hein, avec l'État algérien, que vous avez roulé dans la farine. Votre jeu d'équilibre est relativement facile à comprendre. Il est souvent out of the path, equilibrium path. Il est souvent out of. Vous allez sur un chemin d'équilibre et immédiatement vous allez sur un autre. Pas des phénomènes d'asymétrie de l'information, etc., etc. Dans le langage universitaire anglophone, l'Algérie fait partie de failed states, de wrecked states, des États faillis ou bien des États qui font naufrage. Et en Algérie, aucune réaction sur ces théories américaines, surtout américaines, qui qualifient l'Algérie de wrecked state, failed state. C'est toute l'Afrique hein, qui est considérée comme étant une série de failed states. Nos compatriotes d'Algérie doivent se tracer un objectif intégré. Maintenir l'intégrité du territoire national et éventuellement l'étendre pour permettre à nos voisins de respirer mieux, de protéger une partie de leur territoire moyennant des échanges économiques. C'est la première. Étendre l'Algérie. La doter d'un hymne national qui va la fédérer, qui va fédérer toutes ses forces. L'hymne national bilingue, en tamazight et en arabe. Et se dire que si les précédentes générations se sont sacrifiées, les générations actuelles doivent se sacrifier. Oui, nous avons été parmi les premiers à demander le changement du nom El Jazair. Nous avons été aussi derrière la proposition, la suggestion de l'Algérie d'un hymne national bilingue, en tamazight et en arabe. Mais ce qui est appelé l'État central, les universitaires algériens, les penseurs algériens, peuvent discuter de tout, sauf de ça. Bientôt, l'Algérie aura en face l'épineuse, non, pour nous, elle n'est pas épineuse, elle n'est pas complexe. Discussion avec Israël, avec le statut de la nation la plus favorisée, derrière ce statut derrière lequel se cachent les États-Unis d'Amérique. Vous, en France, Monsieur le Président, vous avez toutes les misères du monde à juguler votre part d'influence en Afrique. C'est pour cette raison que vous êtes capable de mettre l'Algérie à feu et à sang. Les États-Unis d'Amérique commencent à vous faire voir de toutes les couleurs, que ce soit à Paris ou à Bamako. Sans parler du Cameroun, de ce qui se passe ailleurs, le Sénégal aussi dans le collimateur. L'actuelle administration américaine va vous faire boire le calice jusqu'à la limite, Monsieur le Président. Et en vous faisant boire le calice jusqu'à la limite, Monsieur le Président, ils s'en foutent royalement de ce qu'adviendra l'Algérie. Là, si l'Algérie doit aller et la nation algérienne doit aller en perte et profit, ils vont y aller. Monsieur le Président, nous avons tardé avec vous, nous nous excusons, nous vous remercions de nous avoir écoutés et au plaisir de vous entendre, d'entendre vos réponses à 2 questions. Êtes-vous prêt à nous rencontrer? Et avez-vous une jarre dans vos appartements privés? Merci, Monsieur le Président.